Tu vois ça? Et ça? C'est ce qui arrive lorsque tu ne comprends pas ce que c'est que la tension, le courant, la résistance ou même la puissance électrique. Je sais, tu es une débutant ou même professionnel, mais tu as du mal à mieux cerner ces différents concepts. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Je vais te montrer étape par étape, du moins risqué au plus risqué, tous ces différents concepts. Et à la fin de cette vidéo, tu pourras enfin comprendre ces concepts comme un professionnel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alamba, le laboratoire électronique où toutes les technologies prennent vie. Ici, nous parlons de l'IoT, l'intelligence artificielle, la robotique et la robotique de l'espace. Si ces thématiques te disent quelque chose, n'hésite pas, liker, commenter et t'abonner et même partager la vidéo à quelqu'un d'autre. Let's go. Dans cette première partie, nous allons apprendre ce qu'est la tension alternative, la différence de potentiel, comment mesurer la tension ainsi que le courant. De base, il faut comprendre que l'électricité est un flux d'électrons dans un atome et la tension, c'est la force qui pousse ces électrons libres dans un circuit. Sans tension, les électrons se déplacent de façon libre dans un atome, mais ils se déplacent de façon aléatoire et ainsi, ils ne seront donc pas d'une grande utilité, étant donné que nous voulons imposer un sens au courant afin d'alimenter les différentes charges. Ce n'est donc que lorsqu'on applique la tension dans un circuit que les électrons libres se déplacent dans un sens bien précis et provoquant ainsi la naissance du courant. Il devient alors facile d'imaginer la tension comme la pression dans un tuyau d'eau. Par exemple, si nous avons un réservoir d'eau complètement rempli d'eau, la masse de cette quantité d'eau va provoquer une énorme pression à l'extérieur du tuyau. Alors si le tuyau d'eau est moyennement rempli, on va constater que la pression sera quasiment plus faible. Et ainsi, si on ouvre donc les vannes, le réservoir avec une quantité d'eau plus élevée aura plus de pression que le réservoir avec quantité d'eau moins élevée. Le réservoir le plus rempli a plus de pression que le réservoir avec une quantité d'eau moindre. Il en va donc de même pour l'électricité. Plus la tension est élevée, plus le courant peut circuler. La tension peut exister sans courant. Mais comment? Par exemple, nous pouvons mesurer la pression dans le tuyau avec la vanne fermée sans que l'eau ne coule et nous pouvons en déduire que le tuyau est sous pression. Dans ce cas, ce que nous mesurons exactement, c'est la différence de pression entre ce qui se trouve à l'intérieur et à l'extérieur du tuyau. Et c'est la même chose que si nous mesurons la tension dans un circuit avec un circuit ouvert. La tension est toujours présente, nous pouvons la mesurer, mais si on ferme le circuit, directement la pression ou alors la force de la pile va engendrer un mouvement des électrons dans un seul sens. Et souvent, on parle de tension comme une différence de potentiel. Cela signifie en réalité la quantité de travail que peut être effectuée dans un circuit. Par exemple, si nous avons deux lacs au même niveau, il n'y aura pas de différence de potentiel car l'eau ne coule pas. Par contre, si nous élevons un lac plus haut que l'autre, ce lac le plus élevé a donc le potentiel de s'élever ou alors de couler vers le second. Et dans ce cas, si nous lui donnons un chemin, l'eau s'écoulera. Nous pouvons même placer une turbine à l'intérieur pour qu'elle puisse alimenter une lampe ou autre chose. Par exemple, cette batterie que vous voyez, lorsqu'on la mesure, on va constater qu'elle présente une différence de potentiel entre sa borne négative et sa borne positive. Et si nous connectons donc un fil aux bornes de la pile, donc cette pile forcera donc les électrons à circuler dans un seul sens, le long du même chemin. Donc nous pouvons ainsi placer les composants électroniques dans ce chemin pour qu'ils puissent réagir, soit s'allumer, etc. Par exemple, si nous plaçons une lampe dans ce circuit, cette lampe s'allumera lorsque les électrons la traverseront. Si nous ajoutons alors une seconde pile, donc les électrons se renforceront en fait à circuler toujours dans le même sens, mais avec une force beaucoup plus élevée. Et là, nous avons donc ce qu'on appelle un circuit en série. Cela représente ainsi plus d'énergie ajoutée, donc plus de tension. Ainsi, si on fait le calcul, on va donc obtenir 3 volts. Donc plus de volts égale plus de force, ce qui veut dire que plus d'électrons circuleront et que la lampe brillera. Et cependant, si nous déplaçons la pile et que nous la connectons en parallèle, le chemin des électrons aussi se divise. Certains vont circuler vers la première pile et d'autres vers la seconde. Par conséquent, les deux batteries fourniront la même quantité d'énergie, mais la tension ne sera pas combinée. Donc la tension n'est pas combinée. Si nous faisons la mesure, on n'obtiendra que 1,5 volts. Il s'agit donc ici d'un circuit en parallèle et là, la charge de travail est donc divisée entre les deux batteries et la lampe brillera plus longuement mais s'allumera plus faible. Nous mesurons la différence de potentiel de la tension avec l'unité de volt. Nous représentons ces unités par un V majuscule. Souvent, si vous regardez vos appareils électroniques à la maison, vous verrez que quelque part en dessous, vous allez voir le nombre de volts dédié à cet appareil pour lequel il peut fonctionner. La formule pour calculer donc la différence de potentiel dans un circuit n'est rien d'autre que U qui est égal à R fois I. Pour mesurer donc la différence de potentiel dans un circuit, nous pouvons utiliser des voltmètres. C'est un appareil électronique que vous pouvez trouver à bon prix dans les quincailleries ou bien dans les boutiques. Sinon, en électronique, d'habitude, nous faisons un petit calcul en se basant donc sur les lois de l'électricité. La tension est donc très importante à comprendre lorsqu'il s'agit de faire de l'IoT. Par exemple, lorsque
nous voulons faire un circuit simple avec Arduino, il va falloir connaître déjà la tension que délivre chaque pin de la carte Arduino. Et aussi, lorsque la carte Arduino est alimentée, elle peut être alimentée par votre ordinateur qui, lui, il peut délivrer entre 9 à 12 volts. Ces données sont alors très importantes à comprendre avant de commencer à concevoir un circuit. Pour récapituler avant de passer à la deuxième partie, retenez que la tension est la force qu'exercent les électrons dans un circuit pour générer du courant électrique. Précaution à prendre. Si la tension est élevée, la lampe pourra mieux s'allumer. Mais si la tension est très élevée, la lampe risque de se griller. Faites gaffe lorsque vous construisez un circuit. Aussi, lorsque nous mesurons la tension aux bornes d'un dipôle ou bien aux bornes d'un circuit, celle-ci est mesurée par une unité appelée volt. Et le volt est représenté par le symbole V. J'espère que vous avez très bien compris. Nous passons à la deuxième partie. Il s'agit du courant. Le courant est le flux d'électrons dans un circuit. Pour utiliser l'électricité, nous avons besoin que les électrons circulent dans un même sens autour d'un circuit. Nous utilisons généralement des câbles en cuivre pour former le circuit, car le cuivre est un très bon conducteur électrique. Ce qui signifie que les atomes qui composent le cuivre ont un électron faiblement lié autour de cette enveloppe extérieure ou de valence et qui est libre de se déplacer à l'intérieur du métal. Et cet électron libre est très facile à se déplacer. C'est ce qui fait donc du cuivre sa popularité. Donc très facile à se déplacer, qu'il est même amené à se déplacer vers les autres atomes de cuivre par lui-même. Mais cela se produit de manière aléatoire dans toutes les directions. Donc cela nous aide aucune utilité. Motive alors l'utilisation du cuivre dans le caoutchouc pour isoler en fait les fils de cuivre. Car ces caoutchoucs constituent ce qu'on appelle des isolants. Ce qui signifie que les électrons ne pourront pas traverser, en créant une barrière et en protégeant toutes les personnes qui pourront toucher ces fils de cuivre. Comme vu donc précédemment, pour que nous puissions utiliser l'électricité dans un circuit, il faudrait que beaucoup d'électrons puissent circuler en même temps autour d'un circuit. Et dans ce cas, donc, on peut placer des appareils autour donc de ces électrons pour que, en traversant ces appareils-là, que ces appareils puissent être fonctionnels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit aujourd'hui que l'électricité constitue la base de l'électronique. Tout à l'heure, nous avons dit, plus la tension est élevée, plus les électrons peuvent circuler. Comme dit précédemment, nous pouvons mesurer la pression sans qu'il n'y ait d'eau qui coule et nous pouvons également mesurer la tension sans qu'il n'y ait d'électricité qui circule. Mais nous ne pouvons pas mesurer la quantité d'eau sans qu'il n'y ait aucune eau qui ne circule. Également, nous ne pouvons pas mesurer le courant électrique s'il n'y a aucun électron qui ne circule. Il n'y a aucune différence de tension entre les deux extrémités. Mais les câbles et la lampe ne peuvent supporter qu'une certaine quantité d'électrons, comme un tuyau qui est censé supporter une certaine quantité d'eau ou alors une certaine pression. Et si on dépasse cette limite, le tuyau explose tout simplement. De la même manière, si plusieurs électrons traversent le câble ou bien la lampe, ils éclateront tout simplement. Nous appelons donc le flux d'électrons courant et il est mesuré en ampères, ce qui est représenté donc par un A majuscule. Par exemple, ce fusible, il a 3 A, ce qui signifie qu'il est conçu pour 3 ampères de courant. Pour mesurer le courant dans un circuit, nous aurons besoin d'un ampèremètre ou d'un multimètre. Comme je vous l'ai déjà recommandé auparavant, voyons comment cela se passe. Ici, si nous connectons cette batterie de 1,5 volts avec cette lampe dont la résistance est de 1 ohm, alors donc nous allons obtenir une lecture de courant d'1,5 ampère. Donc, ce qui signifie que 9 cantillons, 636 quadrions et d'électrons circulent sur cette ligne par seconde. Et comme tous les composants sont connectés en série, le courant qui circule sur cette ligne est le même partout. Et dans ce cas, peu importe où on pourra prendre la mesure de courant, on aura toujours la même valeur. Ici, si nous ajoutons une autre lampe connectée au même circuit en série, et que cette nouvelle lampe a une résistance d'1 ohm, ce qui veut dire que nous allons ajouter plus de résistance au circuit, ce qui devient alors plus difficile pour les électrons de circuler plus vite dans ce circuit. Et donc, nous constatons une réduction du courant. Et dans ce cas, nous obtenons une mesure de 0,75 ampères, ce qui veut dire que le courant s'est divisé en deux. Si nous connectons maintenant le circuit avec deux lampes en parallèle, toutes deux avec une résistance d'1 ohm et dont une batterie de 1,5 volts, alors dans ce cas, en mesurant, nous obtenons 3 ampères. Si nous mesurons le courant entre la batterie et le premier fil, nous obtenons 3 ampères. Mais entre le chemin de chaque lampe, nous obtenons 1,5 ampères car le courant se divise. Donc les électrons se divisent en deux. Dans le circuit de chaque lampe, nous obtenons 1,5 parce que le courant s'est divisé en deux. Mais par exemple, si A a une résistance d'1 ohm et que B
B a une résistance de 3 ohms. Alors, dans le fil principal, nous obtenons une résistance de 2 ampères. Et dans la branche pour la lampe A, nous obtenons une résistance de 1,5 ampères. Et dans la branche pour la lampe B, nous obtenons 0,5 ampères. Il est alors à noter que la lampe B est plus faible parce que sa résistance est plus élevée. Les électrons ont beaucoup plus de difficultés à circuler dans ce circuit. Et donc, si nous faisons la somme des deux branches où sont connectées les lampes, on va retrouver le courant total du circuit principal. Cette notion est très importante à comprendre lorsque nous voulons faire de l'IoT parce que si nous faisons mal des branchements, on risque de se retrouver avec des résultats inattendus. Faites gaffe. Dans la majorité des circuits électriques, vous trouverez des résistances. Les résistances, à quoi servent-elles? Elles se distinguent par leur couleur, leur forme, leur taille. À quoi servent réellement les résistances dans un circuit électrique? Si nous prenons cette LED et la connectons directement à cette batterie de 9 volts, elle sera directement détruite. Nous utilisons donc une résistance pour réduire ce courant d'électrons, car la résistance retire l'énergie du circuit pour protéger la LED, ce qui transforme légèrement l'énergie électrique en chaleur. Les résistances rendent le flux d'électrons plus difficile. Donc leur rôle est donc d'ajouter une résistance dans un circuit. La résistance est donc la facilité avec laquelle les électrons peuvent traverser un circuit. Donc nous la mesurons en ohms. Pensez à l'eau qui circule dans un tuyau. Dans ce cas, c'est très facile de laisser l'eau couler. Par contre, si nous bloquons partiellement le tuyau, nous ajoutons un peu de résistance. L'eau se heurte alors, il a donc plus de difficultés de circuler, ce qui se manifeste par une chute de pression à la sortie du tuyau. C'est comme pour l'électricité, les électrons peuvent facilement circuler dans un fil. Mais si nous ajoutons une résistance, les électrons se heurteront pour qu'il soit plus difficile de circuler. Et le courant est donc limité. Dans ce cas, nous avons une chute de tension dans la résistance. Ces collisions vont convertir l'énergie cinétique en chaleur, provoquant ainsi un réchauffement des résistances. Vous avez certainement vu ce type de résistance, la résistance de film métallique, la résistance de fibre de carbone ou la résistance composite de carbone. Nous allons voir comment ces systèmes fonctionnent plus tard dans la vidéo. Et je vous incite même à commencer à créer vos propres circuits. Ces résistances peuvent être prototypées sur des plaques à essai ou même sur des circuits imprimés. Vous remarquerez que la différence est qu'au niveau des cartes imprimées, les composants sont souvent marqués pour qu'ils puissent être facilement identifiables. Je vous invite aussi à les acheter en vrac pour pouvoir apprendre, faire des erreurs et mieux les comprendre. Et je vous invite, si vous avez vraiment besoin du matériel électronique, n'hésitez pas de me contacter en dessous de cette vidéo. Celles-ci ont une résistance fixe et elles sont représentées par des bandeaux qui indiquent en fait leur valeur. Nous allons d'ailleurs voir plus tard comment lire ces valeurs à travers les bandeaux de couleur au niveau de chaque résistance. Nous pouvons aussi avoir des résistances variables, ce qui veut dire que leur valeur n'est pas fixe. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs paramètres. Elles se distinguent aussi par leur forme. On retrouve là-dedans des rhéostats, des potentiomètres, des photorésistances, etc. Au niveau de toutes ces résistances, on retrouve la résistance nominale, la tension nominale et la puissance nominale. Ces résistances dissipent de la chaleur, mais à un moment donné, elles ne pourront plus dissiper de la chaleur. Jusqu'à ce qu'elles épuisent en fait leur couche de protection. En ce moment, elles peuvent exploser et ainsi détruites. J'ai une petite question à vous poser. La résistance se place avant ou après la LED? Laissez-moi les réponses en commentaire, je vous dirai qui a trouvé. Nous pouvons également mesurer l'intensité de la résistance à partir d'un multimètre. Sinon, parfois, nous devrions chercher des valeurs à partir d'un tableau indicatif. Donc, ce tableau que vous voyez ici. Alors, à partir de ce tableau, nous avons en fait des chiffres. Et nous avons le multiplicateur et la tolérance. Donc, il faut savoir que nous avons plusieurs types de résistance. Ici, devant nous, nous avons une résistance à 4 anneaux. Mais on peut avoir une résistance à 5, à 6, à 3 anneaux. Donc, tous ces types de résistance devraient avoir des chiffres, un multiplicateur et une tolérance, avec la bande de tolérance un peu séparée des autres bandes. Et donc, pour calculer l'intensité de la résistance, nous allons regarder les positions des couleurs. On voit que la première bande, elle est marron et elle est située à la position 1 au niveau du tableau. Donc, on va mettre 1. La deuxième bande est noire et au niveau du tableau, sa valeur est 0. La troisième bande, c'est le multiplicateur. Couleur brun, en tant que multiplicateur, vaut 10. Par conséquent, 1 et 0 font 10, multiplié par 10, ça nous fait une résistance de 100 ohms. Mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi la bande finale, qui est la tolérance. Et la tolérance en or
est donc de plus ou moins 5%. Donc nous allons appliquer les plus ou moins 5%, ce qui va faire que nous serons entre 95 à 105 ohms. Mais en mesurant cette résistance à partir d'un multimètre, on constate qu'elle vaut 88 ohms. Alors je vous laisse calculer la résistance de celle-là. Donnez-moi sa valeur en commentaire. Alors, deuxième exemple, donc ici nous allons calculer la valeur d'une résistance à 5 anneaux. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a toujours donc une position. Il faut identifier la bande de tolérance. C'est elle qui nous indique comment est-ce que nous pouvons lire la résistance. Donc ici, pour la résistance à 5 anneaux, on a le premier bandeau qui est orange, le deuxième orange, le troisième noir. Donc ces trois premiers bandeaux constituent donc les chiffres. Et le quatrième, c'est le multiplicateur. Le cinquième, c'est la tolérance. Donc le cinquième, c'est la tolérance. Donc le premier orange, soit 3. Le deuxième orange, soit 3. Le troisième noir, soit 0. Et on a 330 déjà. Donc avec le multiplicateur maintenant, qui est toujours noir. Donc la quatrième couleur qui est noire et donc qui vaut 1 comme multiplicateur. Et donc là, nous avons une résistance de 330. La cinquième correspond à la tolérance, plus ou moins 1%. Et toujours, lorsqu'on la mesure avec le multimètre, on constate qu'elle est à 329,8 ohms. Alors, je vous laisse trouver la résistance de celle-ci. Laissez-moi la réponse en commentaire. Et je vais prendre le soin de vous répondre. Nous arrivons à la fin de cette troisième partie. Il est donc à retenir que plus la résistance est élevée, plus le courant est faible. Plus la résistance est faible, plus le courant est élevé. Alors, faites gaffe dans vos circuits. Nous arrivons à la dernière partie, la puissance. Plus la puissance fournie à un dipôle récepteur est élevée, plus le fonctionnement de ce récepteur est efficace. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on voit que la lampe brille plus et le four qui se chauffe davantage. Tout simplement, c'est parce que les deux récepteurs reçoivent plus de puissance. La puissance se note P majuscule et s'exprime en watts. Elle dépend de la tension et de l'intensité du courant reçu par le récepteur et se calcule à l'aide de la formule suivante. P égale U fois I, avec U étant la tension et I l'intensité du courant. Comme nous l'avons dit, on peut mesurer la tension avec un voltmètre que vous pouvez acheter auprès des quincailleries ou des boutiques dédiées, branché en dérivation aux bornes du dipôle et calibré en volts. Quant à l'intensité du courant parcourant le récepteur, elle se mesure avec un ampèremètre branché en série aux bornes du dipôle et s'exprime en ampères. Donc ce sont ces mêmes unités qu'on doit utiliser dans la formule de la puissance. Dans notre exemple ici, on a 6,1 volts et 0,05 ampères. On va tout simplement faire le calcul et on obtient une puissance de 0, nous avons dit que la puissance s'exprime en watts par le symbole W. Et si jamais le récepteur se comporte comme un dipôle ohmique, ce qui est le cas de la résistance ici qui peut remplacer la lampe, alors il obéit à la loi d'Ohm qui, pour rappel, a pour formule U égale à R fois I. Et dans notre cas ici, nous avons pris une résistance de 27 ohms. Dans ce cas, la puissance va donc se calculer en remplaçant U par sa formule qui est égale à R fois I. Et au final, on aura donc P qui sera égal à R fois I au quart. Dans notre exemple, pour calculer donc la puissance reçue par la résistance de 27 ohms, nous allons donc faire 27 multiplié par 0,05 au quart. Et surtout, jamais oublier le quart. À ce niveau, donc, on obtient une puissance de 0,07 watts. Attention, si on fournit une tension trop importante à notre récepteur, on risque de l'endommager. C'est le cas lorsque la puissance reçue par un récepteur est supérieure à sa puissance nominale, c'est-à-dire la puissance qu'il peut accepter. Pour éviter cela, il faut chercher la puissance nominale du récepteur indiquée directement sur celui-ci ou sur la notice. Donc la puissance nominale, c'est la puissance que doit recevoir un récepteur pour fonctionner dans des conditions normales. Donc la puissance nominale peut alors permettre de comparer les performances d'un récepteur. Si la puissance nominale d'un récepteur est trop faible, alors il risque d'être moins performant lors de son fonctionnement. Contre, il ne grillera pas. Mais le mieux, c'est que la puissance reçue par le récepteur corresponde à sa puissance nominale. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Si cette vidéo vous a vraiment appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et même à partager. On se dit à la prochaine vidéo.